Si on simplifie, le traumatisme historique, c'est un deuil non résolu. Ok. C'est-à-dire que on a vécu plein de choses horribles, mais qu'on ne nous a pas laissé pleurer ce pourquoi c'est tout ce qu'on a vécu. I have a dream. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur I Have a Dream, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Josiane Gongan et cela fait plusieurs années que je m'interroge sur l'articulation entre foi chrétienne et justice sociale. Parfois mise de côté car jugée trop proche de l'activisme politique ou moins importante que l'annonce de l'évangile, il me semble pourtant que la justice sociale est au cœur de cette bonne nouvelle en laquelle nous croyons. Dans cette première saison, nous allons nous intéresser à la justice raciale et à ses intersections avec la foi chrétienne, dans le passé, le présent et en contexte francophone précisément. Dans cet épisode en 2 parties, j'ai échangé avec Cassandre Surinon, une psychologue clinicienne et copine basketteuse. Cassandre travaille actuellement en région parisienne après avoir exercé pendant plusieurs années à l'étranger. En plus de son activité de psychologue, elle travaille sur une thèse dont la thématique rejoint parfaitement notre saison 1 de I Have a Dream. Alors il faudra écouter tout l'épisode si vous voulez en savoir plus. Pourquoi ce sujet de la santé mentale ? Simplement parce que j'ai réalisé que la présence du racisme partout dans la société où je vis impacte ma vie intérieure. Et dans les conversations avec les amis, je me rends compte que plusieurs également sont impactés par le racisme. Eux-mêmes, leurs enfants, leurs familles. Et donc, j'ai voulu avoir l'avis pour le podcast et les conseils d'une psychologue sensible à ces problématiques-là en particulier. Dans cette première partie, nous allons parler franchement de cette notion de santé mentale, essayer de tordre le cou à l'injonction du bonheur qui vient parfois pourrir nos vies. Nous allons essayer de comprendre la différence entre le rôle des psychologues et celui des pasteurs, des prêtres et autres responsables spirituels. Nous parlons des bienfaits de la foi quand on parle de santé mentale. Et nous parlons également du besoin de prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir bien prendre soin des autres. Cassandre rend simple certaines notions complexes et nous livre beaucoup de vérités avec à la fois fermeté et douceur. Alors sans plus tarder, je vous souhaite une très bonne écoute. Très bien, bienvenue à tous pour un nouvel épisode de I Have a Dream. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cassandre. Comment vas-tu, Cassandre ? Ça va très bien, merci de demander. Cassandre, je t'ai invitée sur le podcast en ta qualité de psychologue, parce qu'aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Et avant d'aller en profondeur dans le sujet, est-ce que tu voudrais bien nous dire quelques mots sur qui tu es, sur ton parcours, sur... t'es en thèse... Quelques mots. Donc oui, je suis Cassandre Surinon. Je suis psychologue clinicienne depuis un petit moment déjà maintenant. J'ai d'abord travaillé après mes études en Haïti pendant 2 ans. Puis je suis partie aux États-Unis pendant 1 an et demi à peu près. Puis je suis rentrée avec le Covid. Et puis, depuis maintenant 5 ans, je travaille de nouveau en France, en banlieue parisienne exactement, en psychiatrie de secteur. Voilà, donc pour le parcours un petit peu professionnel pur et dur. En parallèle de mon travail du coup à l'hôpital, je suis aussi doctorante, comme tu l'as dit, presque finie la thèse. Très bien. Je fais une thèse du coup sur le traumatisme historique que représente la traite négrière et l'esclavage dans les Antilles françaises, donc Guadeloupe, Martinique, et leurs répercussions psychologiques actuelles. Et pour me situer, parce que je pense que c'est important de se situer, je suis noire, mais noire pas habituelle. Je suis un peu, sur le couleur de peau, je suis du côté de Mariah Carey, pour que les gens me situent. Très bonne définition. Voilà. Très bien. Cassandre, t'es invitée dans un podcast qui s'appelle I Have a Dream. Est-ce que cette phrase évoque quelque chose pour toi ? Et voilà, dis-nous un petit peu. Forcément, par association, c'est Martin Luther King. Très bonne réponse. Ouf. En tête, qu'est-ce qu'elle m'évoque ? L'espoir. L'idée d'espoir. L'idée que les choses peuvent être faites différemment, pardon. Oui. Je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est au centre, en tout cas, de la pensée de Martin Luther King, que les choses, c'est pas parce qu'elles sont comme ça qu'elles doivent rester comme ça. Et ça, j'aime bien. Et puis, moi, ça m'évoque aussi, parce que contrairement on a un petit peu lissé Martin Luther King.
Il y a, pour ceux qui s'intéressent, il y a beaucoup de choses sur comment on a lissé Martin Luther King en opposition avec Malcolm X. Tout à fait. Qu'on a énormément radicalisé. Mais en fait, Martin Luther King était pas mal radical. Absolument. Quand tu regardes vraiment ses idées. Et du coup, j'aime bien cette idée. J'aime bien replacer ça aussi, que Martin Luther King était loin d'être... un koala. Voilà, exactement. Et qu'il avait des idées bien arrêtées et bien révolutionnaires aussi. Donc, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris la vanne, un koala, c'est tout mignon, ça bouffe de l'eucalyptus. Ça ne fait pas, a priori, pas de mal aux gens. Et puis, on peut prendre des photos avec, tout ça. Ça fait pas de mal au système. Mais en vrai, si on regarde vraiment ses idées... Elle faisait du mal au système. Absolument. Mais écoute, merci pour cette introduction. Donc ce soir, on va parler de plein de choses ensemble. Et donc, c'était important pour moi de parler de cette histoire de santé mentale. Et j'ai constaté cet été dans le métro parisien qu'il y avait des affiches, essentiellement au mois de juillet, de grandes affiches du gouvernement avec des liens vers un site dédié. Qui encourageait les gens à s'occuper de leur santé mentale, etc. Mais voilà, une fois qu'on s'est dit ça, santé mentale, santé, je crois qu'on a à peu près tous une idée de ce que ça peut être. Mental, est-ce que tu peux nous aider à comprendre ce que certains mettent dedans? Est-ce que toi, tu mets dedans dans santé mentale? Bah justement, ça change beaucoup d'une personne à l'autre. Et puis, le concept de santé mentale peut être un petit peu dangereux. Parce qu'il est un peu sorti à tout va. Alors ça nous vient beaucoup d'Amérique du Nord, avec aussi beaucoup de grandes phrases, de grandes annonces, de la priorité mise sur la santé mentale. Alors je vous donne une petite anecdote parce que je trouve qu'elle est représentative. Mais par exemple pendant le Covid, on s'était beaucoup inquiété de la santé mentale des étudiants par exemple. Et en fait, ils ont dit qu'ils avaient doublé, donc un effet d'annonce, qu'ils avaient doublé les psychologues dans les universités, ce qui n'est pas faux. Ok. Mais pour, en moyenne, une université a un psychologue. Donc pour des milliers d'étudiants. Et quand ils ont doublé, ce n'est pas faux. Mais ils sont passés du coup de un psychologue pour toute une université à 2 psychologues pour toute une université. D'accord. Et c'est pas une exagération, c'est littéralement ça. Ok. Donc ça donne, quand on dit on met des moyens, enfin on part de tellement de loin sur la santé mentale que voilà. Okay. Pourquoi elle peut être un peu dangereuse? Sur l'idée, c'est bien parce que c'est l'idée de prendre soin de soi qui a été voulu au départ, mais un petit peu comme tous ces concepts qui sont repris par la société un peu libérale. Maintenant, c'est devenu un peu un commerce, un business, avec beaucoup de livres. C'est ce qui se vend le plus. Tout à fait. Sur le développement personnel. Énormément. Avec un peu cette idée qu'on peut s'en sortir seul, et en fait, on tombe un peu dans que c'est de notre faute. Voilà, exactement. On tombe un peu dans une injonction. Moi, je parle souvent d'injonction au bonheur. Oui. Qui fait beaucoup de mal. Mais vraiment, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ça fait vraiment beaucoup de mal, cette injonction au bonheur. Et en fait, c'est ça aussi que ça sous-entend, et c'est pour ça que c'est pas toujours à la fois il est bien parce qu'il faut l'utiliser, parce que c'est un concept qui marche, parce que ça parle en fait, mais à la fois il peut être c'est toujours un peu les concepts faciles, les mots clés comme ça, ils peuvent aussi être à double tranchant parce que justement c'est le parallèle est vite fait avec la santé physiologique, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, c'est très clair quand on est en bonne santé ou on est en mauvaise santé physiologique. Hein. On a du cholestérol, on n'en a pas. Tout à fait. On a trop de pression, on n'en a pas. On a des valeurs seuil, etc. Le psychisme, c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, moi, je le vois vraiment dans ma clinique. Il y a une vraie recherche d'un bonheur absolu et constant. Comme il y aurait un état de bonne santé constant physique, parce qu'il suffit de bien manger, il faut faire du sport, etc. Et en fait, c'est un peu ce que tu disais, ça donne une énorme responsabilité. Finalement, si on fait tout bien, on devrait être heureux et avoir productif. Exactement, productif, et avoir une santé psychique exceptionnelle constamment. Alors que en fait, c'est pas possible. On a beau avoir la vie la plus remplie, avoir un boulot qui nous plaît professionnellement, avoir une vie familiale, sociale épanouie, et pourtant on aura des jours down, on va pas bien. En fait, c'est normal. C'est pas grave. Et en fait, avec ces idées, il y a un peu parfois ce travers où les gens en fait paniquent, et c'est des vraies paniques, des vraies angoisses. C'est tout va bien dans ma vie, mais en fait, je vais pas toujours bien. Et c'est ok de pas toujours aller bien. Et en fait, parfois, avec certaines personnes, juste finalement de remettre l'église au milieu du village, de juste redire, en fait, c'est ok certains jours de pas aller bien. Et surtout avec les patients dépressifs, c'est un énorme travail juste sur ça, d'accepter qu'on peut pas aller bien tout le temps. Oui.
Et c'est pour ça que parfois je trouve que cette notion de santé mentale, elle peut être un peu néolibérale, un peu dangereuse. Et moi j'aime bien resituer que c'est fluctuant. Le psychisme, il y a des jours où on va bien, il y a des jours où on va mal. Et qu'est-ce qu'on met dans le psychisme? Parce que tu vois, tu utilises des mots, tout le monde ne sait peut-être pas. Qu'est-ce que je mets dans le psychisme? C'est tout ce qui se passe dans notre tête, toutes les petites pensées qui nous traversent, etc. Ouais. Si on est plus TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, il y a plusieurs courants en psychologie. On parlera plus des cognitions qu'on développe, etc. Si on est plus en psychodynamique, plus comme moi, on va plus parler de psychisme, de souffrance, etc. Mais l'idée, c'est quand même globalement, qu'est-ce que serait un bien-être psychologique? Et ce serait d'aller pouvoir faire face aux événements. En fait, c'est ça l'idée, c'est que pouvoir faire face aux événements difficiles de la vie, parce qu'il y en aura forcément, sans que ça provoque un effondrement, qu'on puisse encaisser le choc, l'événement, etc. Et pareil, ça veut dire encaisser, ça veut dire on a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste quand on vient de perdre quelqu'un. C'est ok de le lendemain de pas être pumped up. Prêt Non mais c'est vraiment. Et c'est très bien, il faut qu'on l'entende. Ouais. Et ça, c'est encore une fois, on arrive parfois des personnes qui, alors eux, c'est vrai qu'ils sont quand même pas hospitalisés jusque là, mais en gros ils arrivent, ils disent je viens de me séparer, on m'a quitté et je suis triste. Et on est littéralement obligé de normaliser le fait d'être triste après une rupture, etc. Donc voilà, s'il y a un truc que moi, en tout cas, je veux dire sur la santé mentale, oui, c'est bien, mais c'est pas un état constant et c'est fluctuant, c'est propre à chacun, parce que chacun a sa définition. Ce qui me rend heureux ne va pas rendre heureux l'autre personne, etc. Ce qui va me faire du bien. Pareil, il n'y a pas une technique qui marche pour tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde d'aller marcher. Bon, ça dépend peut-être de l'environnement, mais dans la forêt, ça fait du bien à tout le monde de faire une balade, si on en est capable, bien évidemment. Par contre, pour la santé mentale, ce qui va marcher pour l'un va pas forcément marcher pour l'autre. Ce qui va nous faire du bien psychiquement, c'est pas forcément vrai. Et c'est ça, si je peux mettre une dernière petite dérive. Et en fait, c'est ça c'est ça aussi où je mets en garde les gens sur les livres de développement personnel. Parce qu'en fait, globalement, 80 à 90% des livres de développement personnel, c'est des gens qui expliquent comment eux ont fait pour aller mieux. Et moi, je suis très heureuse et je suis très heureuse pour eux et je pense que c'est vrai. Enfin, leur démarche est sincère. Ça a marché pour eux. Voilà. Mais en fait, et ça, pareil, j'en ai beaucoup des patients qui me disent « Ah, mais j'ai fait 2 livres, j'ai respecté tout ce qu'il a dit et je vais pas mieux. » Parce que, en fait, c'est pas parce que ça a marché pour une personne. Et je trouve qu'il y a un manque quelque part d'intégrité de la part de ceux qui font ces livres. Parce qu'ils devraient aussi dire « Ça a marché pour moi. » C'est pas obligé que ça marche pour vous, et trouver aussi vos stratégies. Et moi, c'est aussi ça que j'aime dans mon métier en tant que psychologue, c'est qu'on n'apporte pas de réponse. Et la réponse, c'est la personne qui la développe au fur et à mesure du travail ensemble. Mais moi, d'ailleurs, parfois les patients ils s'énervent, ils disent vous donnez pas de conseils. Ou alors ça c'est encore plus marrant. Très souvent, je leur donne pas de conseils parce que c'est vrai, je donne pas de conseils. Mais très souvent après, ils me disent j'ai écouté vos conseils. Et en fait, mais c'est assez marrant parce que c'est juste en séance qu'ils ont compris, qu'ils ont eu le déclic que telle ou telle chose leur faisait du bien ou du mal, parce que c'est aussi ça parfois et après donc d'eux-mêmes ils décident qu'ils vont arrêter, ils disent non mais en fait je vais arrêter ça, et puis après 2-3 séances plus tard ils me disent mais ça a trop marché vos conseils, et ça me fait toujours rire. Donc je leur rappelle quand même que c'est eux qui sont arrivés avec cette solution, ce qui est valorisant en plus. Et voilà. Donc mais très bien, merci beaucoup. En fait, ce que tu dis sur la santé mentale et notamment sur le fait que faut reconnaître que c'est ok qu'on va pas tout le temps bien. Je pense que on a besoin d'entendre ça chez les croyants. Enfin, les croyants, c'est une partie de la population, mais le podcast étant un petit peu beaucoup chrétien, je pense que c'est important qu'on entende ça parce que il y a quand même beaucoup de, je vais dire, de célébrités dans ce milieu qui vendent la joie, le bonheur constant aux gens, et c'est pas très juste. Non. Et voilà, il y a des gens qui disent si tu deviens croyant, tu auras tout le temps une bonne santé, tu auras beaucoup d'argent, tes enfants seront très bénis, très comme ci, très comme ça, la vie ira bien pour toi. Mais en fait c'est pas vrai. On peut pas, si on est honnête sur nos vies, on n'est pas à 100% tout le temps à fond. Et ouais, et je pense que
heureusement, dans les écritures bibliques, justement, il y a des passages dans les psaumes, je pense, surtout dans les psaumes, mais si on regarde la big picture, c'est parsemé partout. Il y a des gens qui ne vont pas bien. Il y a des gens qui sont tristes, qui sont en colère, qui ont de mauvais jours. En anglais, on dit bad hair day. Voilà, où ça se passe pas comme ils veulent. Mais ils ont leur foi qui les nourrit, mais ça ne se passe pas tout le temps bien. Et je crois qu'on a besoin de faire de l'espace aussi pour ça. Et d'apprendre à accueillir quand mon prochain ne va pas bien. Même si je suis pas spécialiste, mais au moins de pouvoir l'entendre, quitte à le rediriger vers qui de droit quelqu'un qui sait vraiment faire. Mais ouais, merci pour ton partage là-dessus. Justement, je vais enchaîner sur la chose religieuse. T'as dit remettre l'église au milieu du village, un truc comme ça. Que j'avais dit ça. Et moi, je viens de parler de personnages bibliques, etc. La Bible est remplie de gens, quand même. Moi, je vais parler des gens un peu extrêmes maintenant. Enfin, extrêmes. Je vais pas tous les citer, mais des situations de vie extrêmes qui sont évoquées, comme par exemple Judas, qui s'est suicidé. Je pense que le suicide, c'est quand même, c'est le bout le bout du bout, dans tous les sens du terme. Il y a quelqu'un comme David, qui a été roi, qui a été berger, qui a fait plein de trucs, qui a écrit des chansons. Dans ses chansons, ses textes de chansons, il passe parfois d'un état... j'en ai marre que mes ennemis prospèrent, trucident-les, mais tout va bien, je suis dans la joie, je suis dans la reconnaissance. Et c'est comme ça, enfin voilà, c'est dans ce qu'il écrit, c'est souvent comme ça. On nous parle je crois que c'est dans le livre des rois, d'un prophète qui s'appelle Élie et qui se retrouve un peu déprimé, quoi. Il s'est battu contre, je crois, la reine Jézabel et le roi Akab, et en fait ça s'est mal fini pour lui et il a envie de mourir. Bon. Finalement, il ne meurt pas, mais il se retrouve quand même dans cette position-là, où il veut plus de la vie. De la même façon que Job aussi, tout un livre écrit sur Job, beaucoup de chapitres que j'ai toujours pas fini de lire. Job qui était à la base un homme successful, qui avait beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, qui avait sa femme, tout allait bien pour lui et qui a tout perdu du jour au lendemain. Et en plus, il a aussi perdu sa santé physiologique et il en est arrivé à maudire le jour où il était né. Donc voilà, il y a des situations de vie dont les Écritures nous parlent, qui, je pense, parlent autant de la spiritualité des gens que de leur intériorité sur le plan psychique. Pour autant, je crois qu'on est beaucoup de croyants à soit mépriser carrément la santé mentale et dire non, le psychologue il est pas aussi fort que le pasteur ou que telle personne qui va prier pour moi, ou simplement à croire que tout est soit dans le matériel, soit dans le spirituel. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux croyants aujourd'hui qui sont pas au clair ou qui trouvent que ça sert à rien chez le psy? C'est une grosse mission de m'adresser. Écoute, tu sèmes une petite graine. Déjà, le psychologue et le pasteur, ils ont pas le même rôle. J'espère bien. Ouais, non, mais c'est important parce que souvent, enfin moi, en tout cas, je l'ai beaucoup entendu dans ma famille. Okay. Ce truc de maintenant on a les psys parce qu'avant les gens allaient parler aux prêtres, se confesser, et ils avaient pas besoin du psy. Oui et non, je suis pas sûre que ce soit la même chose, même si je suis certaine qu'en revanche, certaines confessions ont aidé des personnes à se libérer. Tout à fait. Ça, j'en ai aucun doute. En fait, ça revient déjà aussi un peu dans la place du psychologue et la place du pasteur. En tout cas, moi, comment je vois les choses, et peut-être que je me trompe, mais un pasteur, il est aussi un peu un guide. Un guide, il peut aider à justement comprendre la parole de Dieu. Il est là pour aussi, en tout cas, faire un apprentissage, pour moi, de la religion. Les psychologues, on n'est pas du tout là pour ça. Nous, c'est vraiment comprendre chaque personne. Après, moi, j'utilise beaucoup... alors, pour la petite anecdote, j'utilise... En gros, si la personne est croyante, je vais utiliser sa religion. Okay. C'est-à-dire que si elle l'amène, je vais vraiment m'en servir parce que c'est souvent un levier. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ça aide d'être croyant et d'avoir une religion. Et pour la petite anecdote, donc moi, je suis
plutôt d'éducation catholique, etc. Et pas du tout musulmane. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment, du coup, il y avait un patient, il parlait beaucoup de Dieu, ça venait beaucoup, et moi, comme je prends, et que c'était quelque chose qui l'aidait, on parlait beaucoup de Dieu dans les séances. Et un jour, il me dit, oh, vous êtes vraiment une bonne musulmane. Donc voilà. Donc, mais je suis tout aussi une bonne musulmane qu'une bonne juive, qu'une bonne chrétienne, voilà. J'ai pas encore été bouddhiste. Ah si, je mens. J'avais une patiente bouddhiste et on avait parlé. Ça t'est venu parce que c'était aussi quelque chose qui l'aidait beaucoup. Donc en fait, si, je peux être aussi bouddhiste. Non, je rigole bien évidemment, mais tout ça pour dire que effectivement, la religion c'est un vrai levier. En revanche. Pour moi, justement, si elle n'est plus un levier, là, par contre, moi, mon travail, ça a été aussi qu'elle ne soit plus jugeante. Parce que parfois, dans certains moments, certains patients que j'ai pris en charge, justement, il y avait ce truc où ça devenait un jugement constamment. Okay. Par exemple, je suis aujourd'hui dans cette situation, je m'en sors pas, parce que j'ai pas été un assez bon chrétien, ou j'ai pas été assez bon. J'ai pas assez prié, j'ai pas assez donné d'argent. Ouais, globalement ça, et ça je l'ai eu souvent. Donc c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'elle peut être un magnifique levier, et moi je suis la première à l'utiliser. En revanche, alors bien évidemment je leur dis pas, non, crois pas, ne croyez pas ça. De croire. Mais justement, souvent je vais redemander, en gros. Qu'est-ce que ça représente pour vous la religion? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu, etc. Et finalement, dans toutes les religions, il y a quand même cette idée que Dieu, il est amour, que Dieu, il est pardon. Et ça, quand même, avoir l'idée qu'on est aimé, quoi qu'on fasse, et qu'on peut être pardonné, c'est magnifique comme soutien. Et moi, d'ailleurs, en fait, ce que j'essaye de développer, c'est que finalement, cet amour qui viendrait de Dieu, ça puisse être aussi une justification pour la personne que si je suis digne d'amour pour Dieu, ça veut dire que je suis digne d'amour tout court. Et donc digne d'être aimé, etc. Parce qu'en fait, c'est quand même souvent au centre des problématiques, le sentiment de ne pas être digne d'amour, de ne pas être assez bien, etc. Tout à fait, oui. Et je reprends aussi beaucoup cette idée que, que Dieu est dans chaque personne, et que du coup, à partir de, c'est dans les écrits, donc voilà, que du coup, prendre soin de soi, c'est aussi faire honneur à Dieu, à la création qu'on représente. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup, parce que je le crois, sincèrement. Je me permets de faire un aparté pour les gens qui nous écoutent. Typiquement, dans le Nouveau Testament, on nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est quand même une parole assez forte, savoir que l'Esprit de Dieu lui-même réside en nous. Exactement. Ok, on n'est pas Dieu, mais il y a quelque chose de Dieu, son esprit qui vit en nous, et prendre soin de notre personne dans sa globalité, oui, c'est une manière aussi d'adorer, ou en tout cas c'est ça. Et du coup, c'est un peu ça que j'essaye pour moi en tout cas, c'est qu'elle peut être porteuse sur ces messages-là, d'amour, d'amour de soi-même, parce que finalement, alors je dérive un petit peu, mais pour moi aussi le bien-être, parce qu'en fait il y a un peu ce truc de si je prends soin de moi, si je pense à moi, en fait je vais être égoïste, et en fait le but c'est au contraire, faut que je prenne soin des autres, mais c'est justement aussi parce que je veux que les autres me voient comme digne d'amour. Je sais pas si tu me dis si j'explique mal. Là, ça va. Et du coup, ça c'est aussi un des gros travaux thérapeutiques qu'on fait souvent, c'est de finalement prendre conscience que prendre soin de soi, c'est aussi prendre indirectement soin des autres. Parce que quand on va bien, on rayonne sur les autres. Tout à fait. Sans être un peu dans un monde de bisounours, mais c'est une réalité. Finalement, on le voit. Moi, je donne souvent l'exemple, quand t'es de super humeur, etc., t'es ultra gentil avec tout le monde, t'es à faire des sourires dans le métro, voilà. Et inversement, et ça c'est une phrase qu'on a souvent, c'est que la souffrance éclabousse. Intéressant, ouais. Plus je vais mal, plus je vais faire de mal aux gens autour de moi, et surtout à ceux que j'aime. Parce que justement, quand on va mal, à qui on s'en prend? On s'en prend à son conjoint, à sa conjointe, ses parents, ses frères et sœurs. On s'en prend justement aux personnes dont on sait normalement qu'elles peuvent supporter aussi nos agressivités, mais c'est comme tout, il y a quand même une limite. Tout à fait. Et donc du coup, il y a vraiment aussi, quand il y a la prise de conscience que prendre soin de soi, c'est aussi pour
les autres en fait qui nous entourent. Ça permet aussi de déculpabiliser les personnes. Et je dis ça parce que je permets d'en parler là parce que justement parfois dans ce don de soi que prône la religion, certains s'y perdent. Tout à fait. Donc et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Je complète ce que tu racontes avec des propos bibliques, comme ça rassure certains, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a Jésus rencontre des gens quelque part dans le Nouveau Testament, et une de ces personnes lui demande quel est le plus grand des commandements. Enfin, il demande à cette personne, et la personne répond tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais. Et en fait, cette partie comme toi-même, c'est le truc qu'on passe sous le tapis. Exactement. Je ne sais, j'ai pas fini de comprendre pourquoi, mais c'est quelque chose que moi-même j'ai redécouvert avec le temps. En fait, j'ai besoin de prendre conscience de moi. Ben, c'est ça. Je suis quelqu'un, et c'est ok de bien m'aimer, de prendre soin de moi, parce que si je ne m'aime pas assez bien, quand bien même je m'essoufflerai à donner aux autres, ben je leur donne pas le meilleur, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas je leur donne pas quelque chose de qualité, je leur donne pas un amour de qualité. C'est ce que je dis souvent aussi, parce qu'on a tous ces moments où justement on est méchant. On a tous celui qui me dit qu'il n'a pas été méchant, je ne le crois pas. Non, parce que parfois ils disent non, moi j'ai et en fait on a tous déjà eu une parole un peu blessante et on sait qu'elle va blesser. Ouais. Une parole un peu, et en fait moi j'aime bien resituer et demander aux gens, mais quand vous avez été méchant, pensez à l'état d'esprit. Et ça n'arrive jamais qu'on soit méchant et bien. Ça n'existe pas. Chaque fois qu'on est méchant, c'est parce qu'on va pas bien. On est jaloux de quelque chose, on est triste, on est en colère. Sinon, on n'est pas méchant. L'humain n'est pas méchant quand il va bien. et ça, je trouve que c'est hyper important. Et il y a aussi quand il y a aussi un peu cette prise de conscience que finalement, prendre soin de soi, s'aimer, etc., ça nous permet de donner de l'amour en retour, d'aider les autres, d'être présent pour les autres, d'être sincèrement là pour les autres. Ça permet aussi de resituer. Et je trouve que effectivement, aime les autres comme toi-même. Enfin, vraiment, on n'insiste pas assez sur le comme toi-même. Je suis d'accord. Ou bien on part sur oui, mais comme toi-même, quand même, faut faire attention parce que les gens, ils s'aiment un peu trop dans ce monde de réseaux sociaux et compagnie. Les gens ont un narcissisme trop développé, nanani nana. Mais je suis pas sûre. Enfin, alors, je sais pas. Là, je vais te dire ce que le secret qu'on dit à toute étudiante de psycho. Je crois que c'est en première année, on nous dit et quand on est psy, après que les gens se confient à soi, on constate que c'est vrai. On s'aime jamais trop. Okay. Le narcissisme, c'est pas de l'amour. C'est justement avoir besoin constamment de la validation de l'autre parce que justement on n'est pas sûr de sa valeur. Et les réseaux sociaux renforcent énormément ces traits narcissiques qu'on a tous, parce qu'on a tous besoin d'être un peu rassurés, etc. Mais en fait, ça devient quelque chose qui devient la seule preuve, et on le voit avec les jeunes, on voit les dégâts sur la santé mentale des jeunes, justement, des réseaux sociaux. Parce que quand on nous like, tout va bien. Mais dès que ça s'arrête, vu qu'il y a une dépendance à ces likes, justement, et même si on va bien quand il y a les likes, c'est quand même sous condition de ces likes. Donc, il n'y a pas une vraie confiance en soi, qui se développe en tout cas. Très bien, on ne peut jamais s'aimer suffisamment. Il faut qu'on retienne cette belle phrase. Et si quelqu'un est dans la vantardise, c'est que c'est un mal-être. Et ça, quand on comprend ça, ça fait revoir le monde très différemment. Tout à fait. Je regarderai le journal différemment désormais, je pense. Ok, donc est-ce que pour les croyants qui nous écoutent et qui sont frileux à l'idée d'aller chez un psychologue, est-ce qu'on peut leur dire déjà le boulot du psy et du pasteur, c'est pas la même chose? Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi rappeler aux pasteurs qu'ils ne sont pas psychologues. Oui. Si vous nous écoutez, chers pasteurs, vous n'êtes pas psychologue. Il n'y a pas que les pasteurs qui se présentent. Je suis d'accord. Non, moi je parle juste des gens que je connais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Que prendre soin de sa santé, c'est pas que le corps, c'est aussi notre psyché. Il y a des énormes répercussions de l'un sur l'autre, vraiment. Absolument. Et peut-être la dernière chose, ou il y en avait peut-être d'autres, mais aussi moi j'ai remarqué, alors après peut-être que je me trompe, il y en a certains qui ont peur d'être jugés, notamment sur leur foi,
chez le psychologue. Et si c'est un bon psychologue, après, je peux pas... Oui, garantir... Voilà, et si c'est un mauvais psychologue, faut partir. Je le dis tout le temps, il y a plein de mauvais psychologues, c'est OK. Il y a plein de bons aussi. Donc, trouvez juste le bon. C'est comme les médecins, comme les profs, comme tout. Absolument. Il y en a des bons et des mauvais. Et mais un bon psychologue, il acceptera votre foi, votre religion, et il y aura aucun jugement. Et au contraire, ça pourra même être utilisé si c'est quelque chose vraiment qui vous porte dans votre vie. Et dans quelle situation de vie je pourrais être amenée à aller chez le psychologue? Dès qu'on sent... Déjà, on peut y aller même quand on va, entre guillemets, globalement bien, mais parce qu'on a envie de se comprendre. Parce que peut-être qu'il y a eu des périodes, justement, où on allait moins bien, qu'on n'a pas trop compris ses réactions. On peut y aller quand on a un événement de vie difficile, une séparation, un deuil, une perte d'emploi, que sais-je. Aussi dans les périodes de changement. Alors ça, j'en parle encore aujourd'hui. Souvent, on est persuadé que les gens comprennent pas parce qu'il se passe quelque chose de super dans leur vie et ils vont mal. En fait, c'est parce que l'humain, notre psychisme, en fait, c'est même pas que l'humain, c'est même le mammifère. Oui. C'est physiologiquement, tout changement dans l'environnement crée un stress. Oui. Voilà. Et puis, plus le changement est grand, plus le stress est grand, bien évidemment. Et du coup, on peut être un petit peu dépassé un moment par ce stress. Et donc, les gens comprennent pas parce qu'ils disent, c'est super, j'ai eu un super nouveau boulot où j'ai une promotion, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils s'effondrent et qu'ils tombent en dépression, etc. Parce qu'ils ont pas pris en compte ce stress à ce moment-là. Et comme toute chose qui n'est pas prise en compte, qu'on met sous le tapis, ça grossit, ça gangrène et ça malheureusement explose après de manière assez démesurée. Et donc tout changement, un déménagement, une naissance, ça c'est des gros changements de vie et ça peut aussi provoquer une déstabilisation. Et même si c'est des bonnes choses, on peut en être très affecté et on peut aussi aller voir psy dans les périodes de changements difficiles, des gros changements. Je jette une petite pièce. T'as dit naissance. Ouais. Donc les papas aussi ils peuvent aller quand il y a une naissance. Oui. Ce n'est pas que les femmes qui sont impactées par les naissances. Totalement. Voilà, le message est passé. Mais ça peut être aussi un frère ou une sœur. Oui. Un enfant qui pourrait être un peu déstabilisé par une naissance de son frère ou sa sœur. Après, je dis pas qu'il faut aller enrichir les chaque fois que vous avez un changement, je vous dis pas qu'il faut absolument aller chez le psy, mais si vous vous sentez un peu dépassé, moi j'aime bien donner. Alors, je le dis, je c'est pas un tabou. Les psys, on va voir des psys. Très bien. Je le dis. Et souvent, quand je parle plus dans mon entourage, les gens sont un peu réticents à aller voir un psychologue quand même. Je vais bien, vous savez, l'autre génération, c'est je vais bien, j'ai pas besoin d'aller, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller voir un psy. Puis j'ai mes copains pour parler. Bon, là, quand je suis un peu mauvaise langue, parce que c'est pas si vrai que ça, mais je dis que les fous, c'est les psychiatres, donc c'est bon, les psychologues, mais c'est pas vrai, mais bon, je dis ça quand même pour les rassurer. Et mais non, mais par contre, je leur dis, parce que en faisant l'expérience, en fait, faites-vous du bien. Parce que vous allez voir, c'est super d'aller chez le psy. Franchement, c'est cool d'avoir un lieu où la personne nous écoute nous plaindre. Parce que on sait très bien que notre entourage, il est pas toujours à même et capable d'entendre tout ce qu'on vit. Parce que forcément, si on est envahi... par exemple, on vient d'emménager avec son conjoint ou sa conjointe. Comme je disais, ça provoque un stress, on est un peu déstabilisé, ça nous provoque des incertitudes, des doutes, etc. Est-ce que notre conjoint ou notre conjointe est la meilleure personne pour entendre ça? Non. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est que en fait le psy, on peut lui dire des trucs qu'on pourrait pas dire ailleurs. Tout à fait. Et ça va aussi pour le pasteur, parce que justement, il y a aussi parfois des moments où forcément on doute, ou parfois aussi on est en colère contre Dieu. Enfin voilà. Oui. Et parfois, alors il y a des pasteurs qui sont géniaux sur ça et il y a pas de souci, mais pour l'avoir déjà vu, il y a d'autres personnes qui sont pas aussi géniales pour entendre ça. Et ou même ça peut être une maman qui dit mais non, oh là là, t'as mal parlé de Dieu, c'est oh là là, c'est horrible. Parce que ça, je pensais une patiente, c'était ça, où sa mère avait oh là là, c'était la fin du monde parce qu'elle avait osé dire qu'elle avait des doutes. Ok. Donc voilà, donc dans le sens que ça peut être aussi c'est pour ça aussi qu'on peut aller chez le psy, parce que c'est des choses qu'on peut pas dire ailleurs. Oui. Et ni dans l'entourage, ni voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent oui, mais avant on avait les copains, la communauté pour parler et puis ça suffisait. Et peut-être aujourd'hui c'est plutôt de ça dont on a besoin que d'aller chez le psy. Qu'est-ce que... Je suis à moitié d'accord et à moitié pas d'accord. Parce que moi,
Ouais. Je dis souvent, et attention, je pense que beaucoup de mes confrères et consoeurs, comme on dit, ne seraient pas d'accord avec moi. Mais je pense que effectivement, si notre société allait mieux, on n'aurait pas besoin de psy. J'en suis d'accord. J'en suis presque persuadée. Après, je peux pas... Mais je pense aussi que le besoin de la profession du psychologue, c'est aussi le signe d'un mal-être de notre société. Je suis d'accord. Mais après, notre société est comme elle est. En fait, voilà, on peut pas... J'aimerais bien que tout change, que notre société soit amour, empathie. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que on pourrait se passer des psys si absolument tout le monde... si je simplifie un peu, était capable de faire une vraie écoute empathique et non jugeante. Voilà. Quand on y arrivera. C'est ça. Et je pense que notre société est de moins en moins capable de ça. Et je pense que pourquoi aussi, parce qu'on est beaucoup plus gros, c'est pas qu'on est méchant, hein, mais en fait, on vit aussi dans d'un anonymat aussi. Et j'ai l'impression un peu parce qu'on étudie un peu en psychologie sociale des autres sociétés avec de l'anthropologie, etc. Et effectivement, il y a dans d'autres systèmes, dans d'autres sociétés, même si on a de moins en moins, malheureusement avec la mondialisation, on perd la diversité. Ouais. Mais dans ces autres façons de fonctionner, et ben souvent il y a des figures un peu sages, souvent un peu plus âgées, etc. Et qui en fait, quand tu regardes bien, ils ont un peu cette posture de psychologue, c'est-à-dire d'entendre et pas du tout de donner des conseils, mais au contraire plus des réflexions. Oui. Donc moi je suis totalement d'accord, mais en fait c'est des sociétés qui marchent à toute petite échelle déjà, enfin ils sont pas des milliards ni des millions. Deuxièmement, ils sont connectés beaucoup plus avec la nature. Enfin faut le dire. En fait on est déconnectés, on est énormément déconnectés de nous-mêmes. Hein. Et en fait moi, un grand travail en tant que psychologue avec pas tout le monde, mais avec beaucoup de patients, littéralement, c'est juste les reconnecter avec leurs émotions. Et franchement, je pense que ça, oui, c'est notre société qui nous apprend à nous déconnecter de nos émotions avec ce truc de il faut être fort tout le temps, if you want, you can. Alors ça, c'est vraiment la phrase que je déteste, parce que c'est pas toujours vrai, et c'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Non, ce serait génial, hein, pareil, ce serait génial si c'était vrai, mais non. Et donc, je pense que, en tout cas, le besoin d'autant de psychologues, pour moi, signe, oui, quand même, un mal-être de notre société. Je suis d'accord. Après, notre société, ce qu'elle est, on peut pas la nier, on peut pas faire semblant qu'elle n'existe pas. C'est un peu pareil, on fait pas semblant que les problèmes n'existent pas. Donc, à partir de là, par contre, maintenant, utilisons les outils qui sont quand même assez sains, parce que je trouve que c'est un outil assez sain, justement, de pas apporter des réponses toutes faites, au contraire, de reconnecter la personne avec soi-même. Donc, utilisons-le. Très bien. Je sais pas si j'ai apporté la réponse à la question. Oui, mais je trouve t'as apporté de la nuance et je crois que c'est ça qui est important, hein, de pas vendre un seul modèle aux personnes, mais aussi prendre en compte des petites nuances qu'il y a par-ci par-là. Très bien. Donc ça, c'était pour les croyants. J'espère que on a donné un peu de grain à moudre. Et oui, au fait, c'est ok d'être en colère avec Dieu parfois. Ouais. Ça peut arriver et c'est comme ça. Ne me faites pas un procès, s'il vous plaît. Dieu ne m'en fera pas, je pense. Moi, j'ai une deuxième catégorie de personnes à qui j'aimerais qu'on s'adresse un peu avec notre échange là. Je viens d'une communauté, on va dire la grande communauté africaine. Ça veut tout dire et rien dire, bien évidemment, parce que un Gabonais, c'est pas un Congolais, c'est pas un Ivoirien, c'est pas un Camerounais, c'est pas un Libyen, c'est pas un Zambien. En tout cas, en Afrique centrale, moi, c'est ce que je connais. On a aussi tendance à penser que la psychologie c'est un truc de blanc. Voilà. Et je ne sais pas comment c'est dans d'autres communautés africaines, afrodescendantes ou même dans d'autres communautés racisées. Mais voilà, il y a cette idée quelque part que nous on sait faire pour régler nos problèmes. De toute façon, on n'a pas de problèmes mentaux. Il y a que les blancs qui ont un certain type de problème. Et donc non, je n'irai pas chez le psy. Ou si je vais chez le psy, j'y vais en catimini. Alors, je dis ça, c'est comment dire, c'est un gros cliché, etc. Et les discours sont en train de changer, je trouve. Mais quand même, comment ça se fait, d'après toi, que dans ce type de communauté, on va dire les afrodescendants, la santé mentale et le psychisme, c'est compliqué. Déjà, la première chose,
faut dire la vérité, c'est un truc de blanc. Non, mais c'est aussi comme ça, les choses sont posées. Je vais pas nier une vérité. Ok, blanc, c'est pas une couleur de peau, pour ceux qui nous écoutent. Oui. Quand je dis c'est pas un truc pour les blancs, c'est un truc qui a été créé par les blancs. Et du coup, qui a été créé par l'Europe, et l'Amérique du Nord aussi, aux États-Unis et au Canada, dans les premières vraies théories psychiques. Les États-Unis ont beaucoup joué aussi. Mais l'Europe, beaucoup quand même, Freud, c'était Jung, tout ça. Et c'est en Europe surtout qu'ils ont développé leurs idées. Mais bref. Donc du coup, à cause de ça, et ça c'est une vérité, ça a des biais. Donc ça, je peux pas le nier. Et heureusement, on est de plus en plus de psychologues racisés et qui travaillons justement à un peu décoloniser, parce que malheureusement, la santé mentale, c'était beaucoup colonisé, et ça s'est beaucoup basé sur justement la personne blanche et les besoins de la personne blanche. Pour ça, je vous conseille de lire Fanon, parce que Fanon a beaucoup justement aussi, c'est lui qui a vraiment commencé à penser une psychologie décoloniale, en gros, pour plus tomber dans ses travers, et notamment il a beaucoup parlé de la violence de la colonisation et des impacts psychiques de ça qui étaient complètement niés, etc. Par ailleurs, la psychologie a aussi malheureusement aidé pour catégoriser les gens. La psychologie a beaucoup pathologisé les communautés non blanches. Par exemple, on pathologisait les esclaves qui voulaient fuir. Tout à fait, drapétomanie. Voilà, ouais. On pathologisait aussi on a beaucoup pathologisé les Noirs états-uniens. Pendant les Jim Crow, les lois, etc., la ségrégation. Donc, on peut pas, en fait, c'est un peu moi ce que je fais aussi. Faut pas nier cette violence et comprendre aussi où elle s'inscrit. Après, en revanche, ça a quand même été pensé, la psychologie, pour faire du bien aux personnes blanches. Oui. Et en fait, globalement, quand c'est bien fait, quand ça nie pas la violence, justement raciale, le racisme, etc., ça fait du bien à tout le monde. Et je vois pas pourquoi on se devrait se priver de ce bien-être. Et justement aussi, c'est comme tout, c'est aussi une réappropriation, une prise de conscience de ça. Maintenant, il y en a, ça fait un moment aux États-Unis et au Canada, on est en retard en Europe, lié à notre histoire coloniale et avec des plutôt post-coloniales et les choix qu'on a fait, notamment de l'assimilation. Donc nous, on n'a pas autant de recherches, mais heureusement, et j'en suis la preuve, je fais une thèse sur ça, et on est quand même plusieurs qui travaillent là-dessus. Et du coup, on prend en compte ces choses-là, donc on peut entendre cette souffrance, on peut la prendre en compte. On peut aussi prendre ce qu'il y a à prendre dans la psychologie plus traditionnelle, mais en fait, on se réapproprie les outils. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que le psychologue, normalement, encore une fois, il vous apporte pas les réponses, sinon c'est un mauvais psychologue. il vous aide sinon, c'est un gourou. Voilà, il vous aide à trouver vos réponses, etc. Et c'est ça quand même qui est bien dans la psychologie, et c'est pour ça qu'il faut le garder, c'est que chacun peut après trouver ses réponses à lui ou à elle. Et même si justement, moi je sais que j'ai souvent dans mes amis racisés, que ce soit asiatiques, noirs ou arabes, ils m'ont souvent dit, bon, ma psy blanche, parce que c'est souvent des femmes, elle avait des limites, elle pouvait pas, mais elle m'a quand même apporté sur plein d'autres choses. Alors parfois ils disent, bon, ça me va parce qu'en fait le reste, bon voilà, je le travaille parce que avec mes amis ou autres, ou alors ils disent, bon, maintenant par contre je vais quand même chercher un thérapeute racisé pour pouvoir aussi aborder ces questions, parce que c'est vraiment lourd. Et c'est tout ça pour dire que voilà, on va pas se priver d'un outil qui aide sous prétexte il a été inventé au départ par des blancs. Enfin, moi, je trouverais ça bête. Après, en revanche, il faut se l'approprier pour nous et nos problématiques aussi, parce que c'est vrai, par exemple, et ça c'est comme Fanon, mais il y en a de plus en plus qui écrivent sur ces choses-là, et justement, tout ce qui est le racisme systémique, ordinaire, tout ça, ça a eu des impacts sur nous, psychiquement, ça a été des violences, des traumatismes, et il faut qu'on les prenne en compte, il faut qu'on apprenne justement aussi à nous-mêmes, à nous libérer, nous guérir de ces blessures. Tout à fait. Voilà. Ce qui est une très bonne transition vers la question suivante. Vers la partie suivante. Voilà, le racisme en lien avec la santé mentale. Tu vois, j'ai eu quelques échos
d'auditeurs du podcast, des gens qui écoutent plus ou moins régulièrement, mais il y en a au moins 2 qui m'ont dit, écoute, sur le premier épisode, j'ai pas pu continuer parce que on a parlé de George Floyd et de cette période-là, et c'était trop pour moi. J'ai été replongée dans des heures sombres de ma vie. Quelqu'un d'autre qui m'a dit ouais, le monsieur de Guadeloupe qui parlait d'esclavage, et ben ça m'a beaucoup touchée, mais peut-être un peu trop. Voilà, sur le plan des émotions, etc. Et tu vois, j'ai quand même l'impression que le sujet en général, c'est pas neutre sur la santé mentale, et qu'il y a aussi parfois des choses qu'on voit qui viennent déclencher des émotions. Comment dire ? C'est pas qu'on sait pas qu'elles sont là, mais par exemple cette semaine. Qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que une jeune femme d'origine camerounaise en Île-de-France s'est fait frapper par la police très violemment parce que une policière a dit qu'elle l'a typée. Juste pour ça, cette femme-là, aujourd'hui, la police a porté plainte contre elle. Des gens qui sont intéressés retrouveront les infos sur Internet, mais juste entendre ce qu'elle a vécu, moi, ça m'a fait quelque chose. Alors que je suis pas concernée en première ligne, tu vois. Et donc, la question que j'ai envie d'aborder, c'est, tiens, comment est-ce que le racisme peut influer sur notre santé mentale, en fait ? Le racisme, que ce soit ordinaire, des actes isolés, mais aussi ce qu'on appelle le racisme plus systémique dans les institutions. Ouais. C'est un peu le sujet de ma thèse. Allez lire sa thèse. Ouais, elle n'est pas encore sortie, mais après, allez lire. Ça sera bientôt sorti, fin de l'année. En fait, justement, c'est le principe du traumatisme historique. C'est-à-dire que c'est un traumatisme multigénérationnel, de masse, qui est systémique, donc qui a touché toute une population pour un point commun particulier. Pour le principe du traumatisme historique, il a d'abord été créé pour le génocide amérindien en Amérique du Nord. Et ensuite, ça a été aussi utilisé, fait des parallèles avec la Shoah. Et il y a des travaux qui commencent, dont le mien, pour justement le théoriser aussi pour l'esclavage et la traite négrière. Il y a aussi un super livre de Grada Quilomba qui s'appelle Mémoire de la plantation, récit de racisme ordinaire, je crois, quelque chose comme ça, qui fait aussi justement ce parallèle. En fait, nos ancêtres ont vécu des traumas de masse parce qu'ils étaient noirs. Qu'est-ce que tu appelles trauma ? Désolée, je reviens toujours un peu aux bases. Le traumatisme, c'est quelque chose qui dépasse les capacités psychiques du sujet. Donc les capacités, c'est-à-dire que c'est au-delà de ce que quelqu'un peut encaisser habituellement. C'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on peut développer un traumatisme pour un événement extrêmement choquant, mais on peut aussi ne pas en développer. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent. Et on est propre, c'est différent à chacun. Et plus on a vécu de traumatisme, plus on est susceptible d'être traumatisé. C'est-à-dire que si j'ai vécu des scènes de violence extrêmement violentes quand j'étais petite à la maison, et quand il va y avoir une nouvelle scène de violence, ça va réactiver celle de mon enfance. Donc ça risque plus de me faire un trauma que si, par exemple, la première scène de violence de ma vie, je l'ai vue à 25 ans, où je suis une adulte, bien dans mes baskets, entre guillemets. Voilà. Ouais. Mais il y a quand même pas trop de règles, parfois aussi. Voilà. Il y a des personnes, ils vont vivre comme un traumatisme, un accident, et ils vont pas s'en remettre. D'autres vont très bien vivre un accident, et par contre, ils vont voir quelqu'un, parce que c'est quand même des choses qui dépassent. Donc, ils vont voir quelqu'un faire une crise cardiaque dans le métro, et ça, ils vont pas réussir à s'en remettre. Alors, ils sont à 10 sièges plus loin, ils sont très loin, alors que l'accident, ils étaient dans la voiture, qu'ils ont failli mourir, mais ça... Il n'y a pas de règle. Okay, très bien. C'est important de savoir parce que déjà, si on réagit, ça nous permet de dire ouais, c'est pas que je suis faible, on sait pas pourquoi ça réactive des choses ou pas. Bon, c'est propre à chacun. Donc voilà, nos ancêtres ont vécu des traumas horribles par l'esclavage dans les Antilles, mais par la colonisation en Afrique. Et du coup, ces traumas, en fait, le trauma, soit il est digéré. Donc, c'est-à-dire que dans le trauma, il doit avoir notion de danger ou de danger de mort pour soi ou pour les autres. Ok. Presque automatiquement. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépasse les capacités du sujet. C'est vraiment au centre de la notion de trauma. Donc, du coup,
ils ont vécu des traumas. Ils étaient entourés par la mort, il y avait un risque de mort constant, il y avait des violences, il y avait de l'humiliation, il y avait des viols. Alors les viols, c'est la seule exception, mais parce qu'on se sent endangé pour soi, mais on est tétanisé aussi, donc c'est pour ça qu'il y a du trauma. Même si on n'est pas forcément au risque de mourir. C'est en fait la peur de pouvoir mourir, que l'autre puisse... qu'on est à la merci de l'autre, en fait. Ça, c'est extrêmement traumatisant. Et donc, du coup... nos ancêtres, ils ont vécu je dis ancêtres parce qu'on est tous les deux, voilà, les afro-descendants, les personnes africaines, etc. On a nos ancêtres qui ont vécu des choses traumatisantes et ils n'ont pas forcément pu les digérer à l'échelle individuelle, mais à l'échelle communautaire et non plus. Et en fait, c'est ça le principe du traumatisme historique. C'est qu'en fait, ça touche toute une communauté et toute la communauté, en fait, c'est Braveheart, donc a beaucoup théorisé ça. Finalement, si on simplifie, le traumatisme historique, c'est un deuil non résolu. Ok. C'est-à-dire que on a vécu plein de choses horribles, mais qu'on ne nous a pas laissé pleurer ce pourquoi c'est tout ce qu'on a vécu. Du coup, moi, je connais vraiment bien les Antilles. On a beaucoup... En fait, une fois que l'esclavage a été aboli, il y a eu des appels, mais littéralement, de l'administration coloniale, d'où à l'oubli. On a littéralement dit à la population... donc, ce sera dit dans ma thèse, il y a toutes les références. Mais on a littéralement dit à la population, il faut oublier. Mais non. Ah, si. Je te montrerai, tu vas savoir, tu vas adorer. Donc, on a dit à la population, il faut oublier. Et maintenant... Alors ça, je trouve ça la violence du truc. C'était le gouverneur de la Martinique, par exemple, qui a dit ça. Il faut se montrer digne des Français de métropole. Donc, on vous a violé, battu, humilié, pas respecté, déshumanisé. Mais maintenant, on oublie. Et faut qu'en plus, vous soyez digne. Et il n'y a jamais eu d'excuses. Ça, c'est extrêmement important symboliquement. Il n'y a pas eu d'excuse du gouvernement français. Il n'y a pas eu de proposition. Parce que pareil, aujourd'hui, j'aime bien dire les racistes, ils me font rire quand ils se plaignent des Antillais. Mais j'ai envie de leur dire, on nous a jamais proposé de retourner en Afrique. Ce que j'ai oublié de dire, mais je suis guadeloupéenne, on nous a jamais proposé de retourner en Afrique. Donc, ils sont bien gentils, mais il n'y avait pas d'autre option. Donc ça, c'est pour les Antilles. Ensuite, on a... donc, quand arrivait la fin du coup, on a dit, bon, on arrête l'esclavage. Et là, on s'est dit, alors ça, je vous invite à lire les travaux de Myriam Kotias, qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui est historienne. On a dit, faut qu'on aille coloniser l'Afrique pour les sauver. Alors attention, et ça, c'est l'ironie de la France, et j'adore, pour les sauver du fléau de l'esclavage. What? On a justifié la colonisation de l'Afrique. Ok. Pour les sauver de l'esclavage. C'était une des premières, parce qu'on voulait les civiliser, blablabla et tout. Mais ça n'a aucun sens. Mais un des premiers trucs qu'on mettait en avant, c'était justement, et ça c'était mis dans les manuels scolaires à l'école. Donc en plus, on apprenait aux petits Antillais, on va sauver ces sauvages d'Africains. Et du coup, c'est aussi, ça a beaucoup été théorisé, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup d'Antillais qui ont développé aussi ce rejet de l'Afrique, parce qu'ils voulaient surtout pas être vus comme les sauvages, qu'on était obligés, français humanistes qu'on était, on était obligés d'aller sauver les Africains. Après les avoir dépouillés de toute leur jeunesse, et on allait maintenant leur apprendre à ne pas esclavagiser les gens. Ça, j'adore. Comme ils... Non, mais c'est d'une aberration. C'est sans brain freeze. C'est exactement. Plus on en apprend, on lit les livres d'histoire, plus c'est effarant. Mais bref. Donc, en fait... Et puis, donc, on allait sauver l'Afrique, Et puis après, il y a quand même un moment où il y a eu des mouvements de décolonisation. Là, on a dit stop. Les pays africains sont devenus indépendants. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Plus ou moins. Ouais, voilà. On est d'accord. Sur le papier. Voilà, exactement. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, quand même, la colonisation, c'était bien. Enfin, on leur a apporté les hôpitaux, on a apporté les routes. Donc, encore cette même histoire de on s'excuse pas. Vous pouvez pas vous plaindre. Donc, aux Antillais, après l'esclavage, on leur a dit, soyez dignes de nous. Parce que là, quand même, vous restez un peu trop noir pour nous. Globalement, c'est ça. Et puis aux Africains, on leur a dit, on vous laisse l'indépendance. Voilà, sur le papier, encore une fois. Mais dites-nous merci.
Et ce qu'on en parlait tout à l'heure, là, ce qu'a dit Macron, hein, c'est quand il a dit que les pays africains avaient oublié de dire merci à la France. Donc, dites-nous merci. Donc, on voit c'est-à-dire que le statut de victime n'est pas reconnu. Et ça, c'est une double violence. C'est-à-dire que il y avait déjà une première violence qui était une violence réelle. Oui. Parce que la colonisation, l'esclavage, on sait que ça s'est fait dans la violence extrême. Hein. On n'est pas sur de la petite violence, là. Mais en plus, il y a une deuxième violence symbolique. C'est peut-être, certains, ça leur parleront, c'est un peu quand, malheureusement, ce qui arrive parfois en France, quand on dit à quelqu'un qu'on a vécu quelque chose de raciste, et qu'on lui dit « Oh, arrête t'en fais un peu trop. C'était trop sensible, il voulait juste rigoler. » Ou même, parfois même, moi, ça m'est déjà personnellement arrivé, dans des contextes professionnels, donc je suis un peu coincée, on m'a demandé de m'excuser auprès de la personne qui avait eu des propos racistes. Ouais, c'est violent, ouais. Voilà. Et ben en fait, c'est exactement ce qu'on a fait, mais à l'échelle de toute une population. C'est-à-dire qu'on leur a pas reconnu leur statut de victime, et en gros, on leur a dit, vous plaignez pas. Et encore une fois, on voit encore des résonances de tout ça, avec Macron, pareil, qui a dit, au moment où il est allé à Mayotte, après les événements climatiques. Ah oui, vous êtes bien content d'être français. Voilà. Donc, en fait, on grandit avec ça. Et du coup, ça fait qu'il y a une continuité entre ce qui s'est passé à l'époque, l'esclavage, la colonisation, qui sont tous des traumas historiques, et l'après, où on a refusé de nous voir comme des victimes, on a dit soyez contents, et on voit d'ailleurs comment certaines personnes ont injecté le discours, parce que moi j'entends, et ça c'est très dur pour moi quand j'ai des patients qui me disent, et ça arrive malheureusement assez souvent, non mais c'est bon, en vrai heureusement que la France est venue, je peux pas me plaindre, et qui vivent des choses, mais ils me racontent parfois des scènes, mais ils s'interdisent de se plaindre. Et en fait, c'est aussi pour ça qui est intéressant dans le traumatisme historique, c'est que finalement, quand du coup il arrive un événement à nous, quand on nous fait une violence du racisme ordinaire, c'est qu'en fait on porte le poids de toute une histoire qui se réactive. Et moi par exemple, je pense à parce que c'est des étudiants et des étudiantes que j'ai interrogés pour ma thèse, une des étudiantes qui expliquait qu'à un moment il y avait un homme qui s'est mis en gros à la regarder et à la dévisager, à faire des commentaires sur son physique. Il lui a demandé de se mettre debout. Elle était avec son père. Ouais, en Guadeloupe. Et en gros, il a commencé à dire qu'elle serait bien pour son fils. Et elle dit, à ce moment-là, je me suis sentie comme une esclave qu'on envisageait de mettre comme maîtresse du maître, parce que c'est un blanc, etc. Et elle disait, à ce moment-là, en fait, ça la réamène à ce passé-là. Elle revit dans cette situation-là. Et en fait, c'est tout ça qui se repasse à chaque fois. Parce que George Floyd, comme tu citais, mais comme cette dame-là qui a vécu ça, c'est qu'en fait, et ce qu'a écrit Albert Memmi, qu'a écrit Fanon aussi beaucoup dessus, c'est qu'en fait, on nous dit constamment qu'il y a des corps plus importants que d'autres. Et qu'il y a des corps qui peuvent mourir et d'autres, c'est pas grave s'ils meurent. Tout à fait. Et la preuve, il y a des millions, c'est vraiment des millions d'Africains qui ont été déportés, qui sont arrivés aux Antilles, qui ont été tués, qui ont été exploités. 9 à 15 millions. Ouais, c'est ça. Voilà. Entre 10 et 15 millions, les estimations. Et du coup, quand il n'y a jamais eu de pardon, il n'y a jamais eu de reconnaissance du statut de victime, qu'est-ce qu'on dit ? Que c'est pas grave. C'est ça, en fait. Et en fait, c'est pour ça que quand on vit quelque chose aujourd'hui de racisme, c'est toute une histoire qu'on amène avec nous. Ça réactive toute une histoire parce que, et c'est ce qu'on appelle aussi par le trauma, mais c'est la transmission transgénérationnelle. Tout ce trauma qui n'est pas dépassé se transmet et continuellement. Et donc nous, c'est pas juste une famille, c'est toute une communauté entière qui a été traumatisée et qui a transmis ça parce que justement, on n'a pas fait ce travail de deuil. On n'a pas pu pleurer et rendre hommage finalement aux victimes de ces crimes. Parce que c'est des crimes. C'est intéressant ce que tu dis, je digresse légèrement, mais c'est juste, ça fait écho vraiment à une conversation que j'ai eue avec une amie qui nous écoutera au sujet du pays dont on vient, et je disais, mais ok, parce qu'il y a quelques semaines, non, même pas quelques semaines, juste quelques jours, Monsieur Macron, au nom de la France, a reconnu qu'il y avait eu une guerre de décolonisation au Cameroun, qui se passait à l'ombre de ce qui se passait de la guerre d'Algérie. Donc peu de gens sont au courant, mais il y avait cette guerre-là. Ça a été enfin reconnu par la France. Bon, les Camerounais sont tous au courant, n'est-ce pas ? Et moi, je disais à cette amie, mais bon, la France dit ce qu'elle veut, mais localement, nous, on n'a jamais pris le temps
de faire des journées de deuil national. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui sont morts dans toutes nos familles de manière atroce, injuste. Il y a des gars, des femmes qui se sont battus très très fort, qui sont allés parler à l'ONU de la situation à l'époque, qui n'ont même pas de statut en fait. Donc voilà, je trouve ça intéressant. On a besoin de pleurer ce qui s'est passé avant de passer à la suite. Mais c'est exactement ça. Et c'est justement donc Braveheart qui a théorisé le traumatisme historique. Elle a créé toute une thérapie qui était communautaire. Et en fait, il faisait des cérémonies. Alors, je suis incapable de répéter le nom parce que c'est dans une langue que je ne maîtrise absolument pas. Okay. Mais en gros, justement, c'est littéralement que ça se traduit par pleurer les morts. Et en fait, elle faisait des cérémonies communautaires pour pleurer les victimes du génocide amérindien. Et en fait, c'est ça qui a été empêché par nos sociétés. Et c'est pour ça que nos communautés sont meurtries. Parce qu'en fait, on a eu des traumatismes sévères, graves, à grande échelle. Et il est impossible de faire notre deuil parce qu'on nous l'interdit. La société nous l'interdit. Et je trouve, il y a un super livre de Crystal Fleming, c'est Resurrecting Slavery, c'est en anglais malheureusement, mais il est vraiment incroyable pour les anglophones ou ceux qui maîtrisent l'anglais. Et en fait, elle explique, et alors moi je ne sais pas si... Bon, bref, je suis régulièrement invitée par le FME, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et en fait, du coup, je suis invitée aux cérémonies parce que ils m'ont financé pour une partie de ma thèse. Et du coup, grâce à ça, je suis rentrée dans les réseaux. Et du coup, je suis invitée aux grandes cérémonies que tous les ans qu'ils font pour... Au mois de mai. Voilà, exactement. Pour l'abolition de l'esclavage et de la traite. Et en fait, elle décrit bien Crystal Fleming, mais je l'ai d'abord lu, et puis après, je l'ai expérimenté. Et c'est assez marrant, je sais pas si c'est le mot marrant, mais en fait, aux cérémonies, à chaque fois, ils nous font du discours sur à quel point la France est incroyable. En fait, on présente la France comme celle qui a libéré les esclaves. Mais... Exactement. Mais faut aller à une cérémonie, c'est incroyable. Et là, la dernière l'année qui était prochaine, quand 2026, même lunaire. Ah, franchement, et je pense parce que j'espère qu'il y en aura qui écouteront peut-être, mais parce que on était plusieurs dans la salle. Heureusement, on s'est retrouvés après. Mais il y avait une cérémonie organisée pour le bicentenaire, pardon, double centenaire, le bicentenaire de la double dette d'Haïti. C'est pour ça que je dis double. Et donc, je suis allée à cette cérémonie et il y avait l'ambassadeur de France en Haïti. Et en fait, il a fait un discours de, je sais pas, 10-15 minutes. Alors d'ailleurs, c'était pas lui, en fait. Il a envoyé quelqu'un le lire pour lui parce il avait une urgence familiale, je sais plus ce que c'était, c'était un truc grave. Mais bon, bref. Mais il a fait lire son texte. Et en fait, son texte, c'était 10-15 minutes. Ah, j'ai vraiment eu envie de sortir de la salle sur tout ce que la France a apporté à Haïti. Et j'étais là, on est quand même en train de parler de la pire injustice diplomatique de l'histoire et on est en train de nous parler encore et toujours de ce qu'a fait la France. Alors là, il disait pas que c'était bien, parce que ce serait un peu quand même trop gonflé, je pense, vu que il disait, par exemple, que la France a investi tant d'euros dans les 10 dernières années. En fait, il est très, très centré sur soi-disant ce que soi-disant apporte la France. Ce qui est peut-être vrai, mais je m'en fiche, en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas le moment. Là, on est en train de voir comment Haïti a été arnaqué, si je veux dire ça. Et même là, non, on redore le blason de la France. Et en fait, moi, en tout cas, plus je travaille sur ces questions, et la France a un gros problème avec la culpabilité. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le livre que je disais de Grada Quilomba, Mémoire de la plantation. Elle parle justement de comment... Elle est portugaise, d'origine brésilienne. Et elle disait comment ça lui avait fait quelque chose d'arriver en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, ils ont quand même une posture différente parce qu'ils acceptent d'avoir été les méchants. Et d'ailleurs, il y a des excuses qui ont été faites par l'Allemagne. Il y a eu aussi par exemple, toutes les personnes juives. Moi, je connais une amie juive états-unienne qui a un passeport, c'est comme ça que je l'ai découvert, qui a un passeport allemand. D'accord. Parce que l'Allemagne a offert ça comme reconnaissance. Elle leur a offert un passeport européen parce que ça leur donne des avantages. Enfin, c'est symbolique, mais c'est des réparations symboliques. C'est quelque chose, ouais. C'est extrêmement important. Et en fait, et quand je lisais ça, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà beaucoup remarqué, notamment aussi par Crystal Fleming, c'est que la France ne gère pas du tout la culpabilité. Elle est incapable de dire on a
On a mal fait. On a mal fait. Et pour la colonisation, moi, je me rappelle, alors justement, mon mémoire de recherche, quand je faisais mes études, c'était sur la couleur du peau comme symbole dans la construction délirante. Donc, c'est un peu pointu. Mais en gros, j'ai étudié justement la question de la colonisation. Et dans mon mémoire de recherche, qui faisait, je sais pas, 150 pages, à un moment, j'écrivais, je sais plus comment j'avais formulé ça, mais que la colonisation avait fait beaucoup de mal. On m'a demandé de retirer cette phrase. Et on m'a dit que c'était politique de dire ça, que je ne pouvais pas dire ça parce que c'était encore une question en suspens. Est-ce que c'était bien ou pas? Et là, j'ai fait, ah bon, je l'ai retiré parce que je voulais mon diplôme. Oui. Mais déjà, ça m'a fait mal, en vrai. Et on voit bien qu'il y a cette impossibilité, crispation, encore une fois, de faire notre deuil parce que constamment, on nous dit non, c'est pas vrai. Enfin, on passe à autre chose. On passe c'est fou. Ouais, et c'est pour ça que je disais, moi, quand je vois sur les réseaux sociaux, il y en a quelques-uns, malheureusement, qui disent non, les Noirs, les Arabes, on se victimise trop, faut arrêter. Et en fait, on se victimise pas, justement. On demande juste qu'on soit reconnu notre statut de victime, que ça a jamais été fait. On n'a jamais pu pleurer aussi les morts, et ça fait partie de faire notre travail de deuil, en fait. Et non, directement, on nous a dit, on oublie, ça n'existe pas. Sauf que, comme toute chose qui est mise sous le tapis, que je l'avais dit tout à l'heure, tombe sous nos pieds, vous voyez, waouh. Et ben en fait, ça gangrène, ça gonfle et ça nous fait monter de la haine. Alors bien évidemment, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, c'est important de le dire. Mais en revanche, oui, il y a certains jeunes qui développent une animosité envers les personnes blanches et ça c'est une réalité. Mais c'est important de comprendre les causes. Justement, c'est aussi de toute cette impossibilité, de toute cette tristesse et cette colère qui font partie du processus du deuil, qui n'ont jamais pu être réalisés. Et ben du coup, ça donne de la rage, ça donne de la haine. Si on n'autorise pas la tristesse et la colère à exister, ben oui, elles peuvent se transformer en haine, par conséquent en rage, et là, ça fait des dégâts. Tout à fait. Et cette colère, je pense que c'est l'une des émotions ou l'émotion qui est vraiment interdite. Exactement. Quand on n'est pas considéré blanc dans la société. Exactement. Ah ben non, faut pas être en colère. De toute façon, on est tout de suite dangereux. On est tout de suite considéré comme dangereux. Et ça a été dans tout l'imaginaire. Mais tout ça, et c'est important de le voir que ça a été construit pour qu'on puisse s'en libérer et s'autoriser. Moi, je me suis libérée le jour où je me suis dit, j'ai le droit d'être en colère, en fait. J'ai le droit d'être en colère et triste. Et par exemple, ça m'est encore arrivé il y a 3-4 semaines, on m'a dit, parce que je parlais de ma thèse et j'étais passionnée, comme toujours et tout. Et en gros, quelqu'un m'a dit, ah, mais alors ça, je suis pas du tout d'accord. C'était quelqu'un qui connaissait pas du tout le sujet, blanc, quelqu'un de blanc bien évidemment aussi, et il m'a dit je suis pas d'accord. J'étais alors c'est très gentil, mais ça fait 4 ans que je travaille sur ce sujet. Excusez-moi. Et donc en plus j'étais très fière de moi, je me suis pas du tout énervée, je lui ai dit pas. Non, c'est juste un fait. Après je lui ai dit, c'était sincère, je lui ai dit que t'y crois ou pas, franchement, ça ne m'impacte pas. En tout cas, aujourd'hui, j'arrive, parce qu'à l'époque, j'aurais pas été, c'est important de le dire, hein. C'était un processus de plusieurs années. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça ne me fait plus rien. Et donc là, sauf que ça lui a pas plu, je crois. Et la personne m'a dit, mais tu sais, j'ai le droit de pas penser pareil. Je lui dis, alors c'est pas une histoire de penser là, c'est une histoire juste, en fait j'ai fait une thèse de 4 ans sur un sujet, tu connais pas, bon bref, ok. Et puis je lui dis, sincèrement, je lui dis, mais en fait j'ai pas envie d'en parler, enfin tu n'es pas d'accord, ok, quand bien te fasse, mais j'ai pas envie d'en parler. Et là, la personne m'a dit, non mais t'es trop sensible, faut vraiment que tu apprennes à pouvoir entendre les remarques et les critiques sur ça, c'est pas... Et je sais plus comment elle m'a transformé, mais il y a pas mort d'homme. Et je lui ai dit, en fait, si, il y a eu mort d'homme. C'est justement ça. C'est pour ça que j'étudie ce que j'étudie. Et c'est pour ça que c'est important. Et quand, alors je vais reprendre une phrase de Colette Guillaumin, qui était une sociologue qui a beaucoup travaillé sur la racialisation, comment se fait ça. Et elle disait, en fait, la race n'existe pas, mais pourtant, ça produit des morts chaque jour. Et elle parlait au présent. Et c'est exactement vrai. Et George Floyd est une victime, comme malheureusement tous ceux qui sont morts en France et qui meurent encore des mains des violences policières, parce que tout ça c'est une continuité. Oui. Et en fait, quand on est une personne racisée, on le sent. Et en fait, même si on n'arrive pas à mettre des mots dessus, c'est cette intuition qui fait que ça nous ramène à un passé et on a la conscience de ça. Et c'est pour ça que même si effectivement parfois, je pense qu'en tout cas toute personne racisée l'a déjà vécu, c'est ce moment où on a peur d'être parano. Oui. On se dit mais non, mais parce que je suis trop sensible. Voilà, exactement. Mais parce qu'en fait, justement, on sait aussi que parfois, effectivement, on peut mal réagir, mais en fait, c'est les réponses traumatiques qui ont été transmises depuis des générations parce que, encore une fois, on nous a pas laissé faire ce travail de deuil.
Waouh. J'espère que j'ai bien expliqué parce que c'est important quand même. Oui, non, écoute, on a appris plein de choses, je pense, et on a plein de choses à réfléchir sur tout ce que tu as partagé. C'est quand même fou. Enfin, je m'en remets pas. Ouais. Des choses que tu as expliquées, hein, sur notamment la difficulté de la France à gérer la culpabilité. Ouais. Mais ça, c'est une grande inconnue, en fait. Parce que, ça sort d'où Est-ce que c'est la culpabilité en général ? Est-ce que c'est la culpabilité face à certaines communautés ou certaines problématiques ? Enfin, tu vois. Moi, j'ai l'impression que généralement, on veut tout le temps être les bons, les Français. Parce que là, par exemple, c'était l'Allemagne, elle a pas eu le choix. C'était la méchante, le pays méchant du monde entier. Qui a été aidé par la France et par l'Italie et par d'autres. Mais c'est exactement ça. Et par contre, moi, je trouve que, alors ça, il y a, je sais plus l'ouvrage, j'avoue, j'ai oublié le titre, mais il y a, ça doit se trouver, hein, mais il y a un ouvrage qui parle comment, Charles de Gaulle a hyper bien négocié pour que justement la France soit considérée comme les gentils, alors qu'on était des collabos. On était des énormes collabos. Moins d'1%, la France était résistante. Moins d'1%. Et donc, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est que propre à certaines communautés, mais je pense vraiment que la France n'est pas capable d'entendre sa responsabilité. Et j'ai l'impression que moi, ça continue avec cette dichotomie qui est constamment faite, parce que même là, on le voit avec ce qui se passe en Palestine. Au début, la France soutenait clairement Israël. Israël a tellement, je sais même pas comment on peut dire qu'elle a pas dépassé les bornes dès la première seconde, parce que ça a été complètement disproportionné la réaction, même si une réaction était normale, mais il y a eu une disproportion de la réponse. Mais en tout cas, très rapidement, on était d'accord que il y avait en fait disproportionné. Voilà, comme je dis souvent, en fait, à partir du moment qu'il y a des enfants qui meurent, il y a plus d'excuses. Rien n'est justifiable. Et qu'on me dise pas, les enfants sont pro-Hamas. Les enfants, ils disent ce qu'on leur dit de dire. Voilà. Un enfant, il n'a pas d'idée politique. Et du coup, la France a soutenu Israël. Est-ce qu'elle sera capable de reconnaître qu'elle a soutenu Israël à un moment? Non. Ça y est, elle condamne, ça y est. Je sais pas à quel moment la France s'est déjà excusée symboliquement dans l'histoire. Après, je connais pas tous les conflits, donc peut-être. Mais je crois qu'elle gère mal la culpabilité en général. On s'est tellement construit comme on est le siècle des Lumières. Ouais. Franchement, les Français, mais pareil, quand on parle du racisme, c'est mais non, on ne sait pas comme les États-Unis, alors que littéralement, il y a des morts, des violences policières. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai oublié la référence, je suis désolée parce que c'est une référence très importante de un livre. Fassin. Didier Fassin, mais je ne sais plus quel ouvrage, mais qui montre qu'en proportion, on a autant de décès par les violences policières racistes qu'aux États-Unis. C'est juste que comme ils sont plus nombreux, la même proportion, ça en a fait beaucoup plus fréquemment. Et je l'ai découvert il y a 2-3 semaines, encore en lisant pour ma thèse, et ça m'a mis un choc cette donnée que en termes de proportion de la population, les violences racistes policières qui emmènent jusqu'à des meurtres sont les mêmes aux États-Unis et en France. Si tu retrouves le nom du livre, on le mettra dans les notes du podcast, parce que c'est vraiment important. Parce que des gens pourraient nous accuser d'être à charge contre l'État, contre la police, contre ci, contre ça. On essaie quand même d'être factuel dans ce qu'on dit important. En fait, et on vous encourage à faire vos recherches, à chercher, à trouver de bonnes sources et arriver à vos propres conclusions aussi. J'enchaîne sur la suite. Donc, on a parlé de trauma historique et de ce que ça génère aujourd'hui. C'était mon épisode avec Cassandre Surinon. Merci Cassandre, car c'était très stimulant, c'était très dynamique et surtout très défiant. Et j'espère que plusieurs de nos auditeurs, auditrices vont relever les défis que tu nous as laissés, de prendre soin de notre santé mentale, de prendre soin de nous-mêmes en fait, avant d'aller chercher à prendre soin des autres et d'oser pousser la porte quand on sent que c'est le bon moment du cabinet d'un psychologue. Si cet épisode vous a interpellé, vous a touché, je vous encourage à le partager avec une personne avec qui vous pourrez en discuter. N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur Spotify et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire rayonner le projet encore plus sur toutes ces plateformes. Vous pouvez m'écrire pour me partager vos retours ou me faire des suggestions d'invités à l'adresse josianehasAdream@gmail.com. Pour rester connecté à l'actualité du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram @IHaveADream_podcast.
et à me lire sur Substack, où parfois je partage quelques pensées personnelles sur les sujets abordés dans le podcast et sur l'actualité mondiale. Vous trouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je remercie Héloïse Basselet et Laurent Bazard pour l'habillage du podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!